Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le sujet du bac donc d'Amérique du Nord 21 mai 2024. On est sur l'exercice numéro 1, probabilité avec deux parties indépendantes. Une première partie sur les probabilités conditionnelles, une deuxième partie sur la loi binomiale. Rien de difficile, donc tout de suite on attaque avec un arbre de probabilité. Un jeu vidéo récompense par un objet tiré au sort les joueurs ayant remporté un défi. L'objet tiré peut être commun ou rare. Et on notera d'ailleurs l'événement rare avec la lettre R, donc R bar, ce sera un événement donc pas rare, c'est-à-dire un événement commun. Ici, commun et rare, c'est donc des contraires. Deux types d'objets communs ou rares sont disponibles, des épées et des boucliers. Et les événements, eh bien, on choisit d'appeler E l'événement épée, et donc bouclier, ça sera le contraire d'épée, ça sera donc E bar. Voilà. Et on vous donne des infos numériques. Donc les concepteurs ont prévu que la probabilité de tirer un objet rare est de 7%. Ensuite, si on tire un objet rare, la probabilité que ce soit une épée de 80%. Si on tire un objet commun, la probabilité que ce soit une épée de 40%. Donc ces deux dernières phrases, ce sont des indications de probabilité conditionnelle. On va donc premièrement dresser l'arbre. Comme ça, je vais traduire chacune des trois phrases par des probabilités avec les lettres, donc R, R bar, etc. La probabilité de tirer un objet rare est de 7%. Objet rare, on a dit que c'était l'événement noté R, donc la probabilité de R est égale à 0,07. Si on tire un objet rare, alors, la probabilité que ce soit une épée est de 80%. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a l'événement R qui est réalisé. Donc ici, on va mettre petit R ici. Donc c'est P. Alors épée, c'est donc l'événement E. P de E, sachant R, est égal à 80%, c'est-à-dire 0,8. À ne pas confondre avec P de E inter, qui serait la probabilité donc de tirer un objet rare et qui soit une épée. Rare et épée. D'accord? Donc autrement dit, la probabilité de tirer une épée rare. Donc c'est vraiment différent. Et d'ailleurs dans l'arbre, on ne met pas ces probabilités-là au même endroit. On va le voir tout de suite. Troisième phrase, si on tire un objet commun, donc là, ça n'est pas un objet rare, c'est donc R bar, la probabilité que ce soit une épée est de 40%. Là, c'est donc la probabilité d'avoir une épée, mais sachant qu'on a un objet commun, donc sachant R bar. C'est donc 0,4. Maintenant, on nous demande un arbre, donc là, eh bien, on connaît P de R, donc on va commencer par R, puis R bar. Ensuite, on pioche, on choisit en fait, on choisit dans l'arbre, on a soit une épée, soit un bouclier, donc E ou E bar, E ou E bar, oui, c'est un arbre qui est assez simple. J'indique maintenant dans cet arbre donc les probabilités qu'on nous a données. Donc P de R c'est 0,07, donc par soustraction, c'est pas la peine de justifier. Ici on va trouver 0,93, 93%. Ici on a E sachant qu'on était passé par le R, donc c'est P ici de E sachant R qu'on va indiquer, donc 0,8. Ici la somme va faire 1, donc ça fait 0,2. P de E sachant R bar, on l'a, c'est 0,4. Et P de E bar, donc sachant R bar, ça sera le complément, donc 0,6. Et on vous demande P de R inter E. Alors P de R inter E, c'est aussi P de E inter R. Dans l'arbre, ça n'est pas écrit. Vous devez parcourir le chemin qui passe par R et E, donc c'est le chemin du haut, et faire le produit des probabilités que vous avez rencontrées, c'est-à-dire P de R multiplié par P de E sachant R, autrement dit 0,07 fois 0,8, 8 fois 7, 56, ça fait 0,056. Deuxième question, calculer la probabilité de tirer une épée. Alors ça, c'est la formule de probabilité totale. Parce qu'une épée, vous voyez, c'est E. C'est-à-dire que dans l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à E. Donc la probabilité de E, ça va être la somme des probabilités des chemins qui mènent à E. Donc E va être découpé en deux. Donc P de R inter E, le chemin du haut, et ici le deuxième chemin qui mène à E, donc qui a une probabilité de P de R bar inter E. D'accord ? R et R bar forment ce qu'on appelle une partition. Ils découpent l'univers en deux parties disjointes. Et on a découpé E selon ces deux parties disjointes. Donc R inter E et R bar inter E. Alors pour R inter E, on a déjà calculé, c'était 0,056. Pour P de R bar inter E,
c'est le même raisonnement que tout à l'heure. On va parcourir le chemin R bar puis E, et on fait le produit des probabilités. Donc P de R bar, ça fait 0,93, fois P2 sachant R bar, c'est donc 0,4. On obtient 0,056 plus, à la calculatrice, vous allez trouver 0,372, vous faites la somme des deux, 0,428. Troisième question, le joueur a tiré une épée, détermine la probabilité que ce soit un objet rare. Donc c'est ce qu'on appelle une conditionnelle inversée, vous ne le trouverez pas dans l'arbre, parce que on cherche à calculer la probabilité qu'on ait un objet rare, donc c'est P de R, mais sachant qu'on avait tiré une épée. Donc c'est P de R sachant E. Nous, on a P de E sachant R. C'est inversé, vous voyez. Ça, dans un arbre, il faudra un chemin qui passe par E, puis par R. Et nous, on a l'arbre dans l'autre sens, donc on doit juste utiliser la formule du cours qui permet de calculer une probabilité conditionnelle, qui est la probabilité de l'intersection, donc R inter E, divisé par la probabilité de la condition P de E. Ce qui donne donc P de R inter E, ça tombe bien, c'est ce qu'on nous a demandé. Vraiment très simple, on divise par P de E qu'on vient de calculer, 0,428. Ça donne donc 56 sur 428, qui donne en divisant donc par 4, 14 sur 107. Et donc on vous demande un résultat au millième. On doit donc ici donner un résultat avec 3 chiffres après virgule, donc là il y a un 8, donc on doit donner à peu près 0,131. Partie B, un joueur remporte 30 défis, d'accord? Donc ça veut dire qu'il va tirer au hasard 30 objets, parmi donc les rares et les communs. Et donc on va s'intéresser au nombre de rares qu'il aura obtenus dans ces 30 tirages. On considère les tirages successifs comme indépendants. Et donc, on va compter x. Donc, x, ça compte le nombre d'objets rares. Première question très classique. Déterminant justifiant la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x. Préciser ses paramètres ainsi que son espérance. Alors, ce qu'on peut écrire, donc x, c'est le nombre d'objets rares. La probabilité d'avoir un rare sur un tirage, sur un défi, c'est de 0,07. On répète 30 fois de façon indépendante. C'est précisé dans le texte. Les tirages successifs sont considérés comme indépendants. Donc, on répète 30 fois une épreuve de Bernoulli. Cette épreuve, c'est donc un défi. On répète 30 fois, donc ça, c'est les défis. D'accord? Et la probabilité d'avoir le succès, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on compte, c'est R, c'est 0,07. Donc x suit la loi binomiale de paramètres n égale 30, p égale 0,7. On peut dire que x suit b 30, 0,07. L'espérance d'une loi binomiale, alors c'est du cours. Si les paramètres, c'est np, d'accord? C'est donc n fois p. Donc ici, ça fera 30 fois 0,07. Donc ça fait 2,1. Ça veut dire qu'en moyenne, sur un tirage sur 30 défis, vous aurez en moyenne 2,1 objets rares. Et c'est assez cohérent parce que comme on a 0,07, ça veut dire qu'en moyenne, sur 100, on a 7 objets rares. Donc sur 30, vous voyez, c'est une loi assez simple. Proportionnalité, donc 2,1. Alors maintenant, on demande la probabilité que P de x soit strictement plus petit que 6. Or, x prend des valeurs uniquement entières. Donc P de x strictement plus petit que 6, ça correspond à P de x inférieur ou égal à 5. Alors là, vous avez tout ça pris à faire. On prend la calculatrice, ici une Casio, on va dans le menu. Donc ici, pour les Casio, ça va être le menu statistique. Et on va étudier la donc binomiale. On veut du inférieur, donc ici, vous savez, c'est BCD sur une Casio. Alors, on vous a normalement dit de mettre variable. On est de 0 à 5. Voilà. Et donc, on exécute, on obtient 0,900. Alors, si on arrondit au millième, comme c'est demandé, donc 0,984. Il est évidemment conseillé d'utiliser la calculatrice et le menu inférieur ou égal, mais vous pourriez bien calculer avec les formules. Mais ça serait un petit peu long, parce qu'on pourrait faire donc P de x égale 0, plus P de x égale 1, etc. jusqu'à P de x égale 5. Utilisez les formules que vous avez vues dans le cours, mais ça serait trop long, mais je vais quand même les donner. C'est donc ici, je rappelle que si on prend k entre 0 et 30, la probabilité de x, que x soit égal à k, c'est k parmi 30, fois la probabilité du succès, donc 0,07 puissance k,
Probabilité ensuite de l'échec, 0,93 puissance 30 moins k. Donc ici, vous voyez, j'aurais quand même 6 calculs à faire. Donc ça serait très long. Ça donnerait pour le premier, donc 0 parmi 30, fois 0, donc 0,7 puissance 0. Donc vous auriez 0,93 puissance 30, plus 1 parmi 30, 0,07 fois 0,93 puissance 29. Et on aurait ça donc jusqu'à 5 parmi 30. Donc bien trop long. On utilise tout de suite le menu donc, de la calculatrice qui fait tout ça. Donc on aurait ici puissance 5. Donc là, il me resterait puissance 25. Vous voyez que c'est beaucoup trop long. Donc on prend tout de suite la machine. Il y a des menus qui font les probabilités de x inférieur ou égal sur tous les modèles. Pour information, voici les valeurs donc, de p de x égale k. Donc pour k égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous pouvez remarquer que si on ajoute en fait, ici, donc, de 0 jusqu'à 3 et ensuite jusqu'à 5, eh bien, ça donne à peu près 0,984. Voilà, j'ai fait le calcul pour vous et ça donne 0,983,4. Donc, vous voyez qu'on est légèrement en dessous de 0,984, certainement lié aux arrondis successifs. Question 3. Déterminer la plus grande valeur de k telle que p de x supérieur à k supérieur à 0,5. Ensuite, on vous demande de trouver la valeur de k la plus grande telle que p de x supérieur ou égal à k soit plus grand que 0,5. Alors, une première remarque, c'est que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0, eh bien, elle est plus grande que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, qui est plus grande elle-même que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, etc. D'accord ? Plus ici on met un grand nombre, plus la probabilité diminue. D'accord ? Puisque vous réduisez l'intervalle dans lequel se trouve x. Alors, avec les différentes valeurs que j'ai dans le tableau, si on prend, alors regardez, on a 0,11, 0,25, ça va aller vite, parce que là, vous devez en laisser moins de 0,5 avant. Donc si on fait probabilité que x soit supérieur, par exemple, ou égal à 2, eh bien ça fait donc 1 moins, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est plus grand ou égal à 2, donc il faut juste enlever la probabilité que ça soit égal à 0, plus la probabilité que ça soit égal à 1. D'accord ? Alors, on peut aussi considérer que c'est la probabilité ici que ça soit inférieur ou égal à 1. Alors, au vu de mon tableau ici, donc, vous voyez, ça va faire 0,1133 plus 0,2559. Donc, je vais regarder combien ça donne. Donc, on va faire ça avec une Casio. Alors, il y a plein de façons de faire, vraiment. Ici, vous avez le choix. Donc, sur les modèles un peu évolués, vous avez la possibilité de mettre carrément l'intervalle. Donc ici, si je veux x inférieur ou égal à 1, je mets de 0 à 1. D'accord ? J'ai déjà rentré les deux paramètres. Donc ça me fait 0,369. Donc vous voyez bien que pour l'instant, c'est bien supérieur ou égal à 0,5. Maintenant, on va regarder p de x supérieur ou égal à 3. Donc ça va être 1 moins p de x inférieur ou égal à 2. D'accord ? On retourne donc sur la calculatrice, sur le même menu. D'accord, toujours distribution binomiale. Voilà, donc inférieur ou égal. Là, on est carrément sur les intervalles. Donc là, je vais mettre inférieur ou égal à 2. Et ça me donne 0,649. Et ça donne un 0,351, qui est cette fois-ci plus petit, donc strictement que 0,5. Donc ça veut dire que la plus grande valeur pour k, c'est donc 2. Donc la valeur cherchée. Et donc k égale 2, c'est la plus grande valeur de k pour lesquelles on a une probabilité supérieure ou égale à 0,5, parce que juste après, ça va être plus petit et ça diminue, on l'a dit. Alors vous pouvez aussi utiliser, en fonction vraiment de votre modèle, pour binomial, vous pouvez aller directement faire, si vous voulez p de x plus grand ou égal à 2, vous mettez directement tout ce qui est entre 2 et 30. 30, c'est la plus grande valeur. Vous obtenez directement ici le 0,631, sans avoir besoin de faire la soustraction. Voilà, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez aussi, si vous voulez, aller calculer chaque valeur, p de x égale 0, p de x égale 1 avec l'autre touche qui permet de calculer les probabilités de x égale. Donc vous avez toujours x égale, x inférieur égal, et selon les modèles, vous avez même, vous voyez, sur la Casio 90, vous avez carrément des intervalles comme sur la Numwork, etc. Quatrième question. Les développeurs de jeux vidéo veulent proposer aux joueurs d'acheter un ticket d'or qui permet de tirer n objets. Donc on ne connaît pas n ici. D'accord ? On a toujours la probabilité qui est de 7%, donc on va avoir les mêmes nombres qui apparaissent, 0,07. Les développeurs aimeraient qu'en achetant un ticket d'or, la probabilité qu'un joueur obtienne au moins un objet rare soit supérieure ou égale à 0,95. Au moins, ça tout de suite, il faut que ça fasse tilt. Il va falloir passer par le contraire. Donc on cherche la probabilité, donc, que au moins
donc au moins un rare sur grand N défi. D'accord? On va passer par le contraire. Le contraire de moins, c'est aucun. Donc on va faire 1 moins P2, aucun rare sur N défi. Alors ça, c'est très facile à calculer, aucun rare. Vous avez toujours un commun. D'accord? Et à chaque défi, vous aurez un commun. Donc vous aurez du 0,93 qui se réalise à chaque fois en probabilité. Et donc c'est tout de suite 1 moins 0,93 puissance grand N. D'accord? Et on veut que ça soit supérieur. On veut 1 moins 0,93 puissance grand N supérieur ou égal à 0,95. Donc si on transforme un petit peu, ça fait 0,005 plus grand que 0,93 puissance n. D'accord? Autrement dit, je préfère avoir l'inconnu à gauche, 0,93 puissance grand n doit être inférieur ou égal à 0,05. Alors certains vont peut-être poser une variable aléatoire. Alors ne l'appelez pas x, parce que x, c'est réservé pour n égale 30. On pourrait, par exemple, considérer soit grand x grand n, d'accord, justement, qui suit cette fois-ci la loi binomiale de paramètres grand N et 0,07. Dans ce cas-là, P2 au moins, ça correspondrait à P2 grand X supérieur ou égal à 1. Et en passant par l'événement compteur, on aurait 1 moins P2 grand X égale 0. P2 grand X égale 0 pour une loi binomiale, c'est donc 0 parmi grand N. Le succès, 0,07 puissance 0 fois l'échec, 0,93 puissance grand N. Vous voyez, on obtient ça comme ceci. Mais ne l'appelez pas grand X, c'est une nouvelle variable qui dépend de grand N. Alors, pour résoudre cette inéquation, on va utiliser le logarithme. ln est strictement croissant sur, attention, donc R plus étoile, sur 0 plus l'infini. Ça tombe bien, parce qu'ici, on va vraiment le préciser, on a ici 0 strictement plus petit. Tout est strictement positif ici. Donc je peux passer au logarithme, ça va conserver l'ordre, et on garde l'équivalence. Donc j'ai ln de 0,93 exposant grand N, plus petit que ln de 0,05. Propriété du logarithme, le n va sortir n ln de 0,93 est plus petit que ln de 0,05. Attention, 0,93 est plus petit que 1, c'est entre 0 et 1, donc le logarithme est strictement négatif. Ça veut dire que quand on va diviser par ln, parce que là il y a une multiplication, ça va inverser le sens de l'inégalité, on aura ln 0,05 sur ln de 0,93. Vous voyez que ça vaut donc 41,28. Comme grand N est entier, il doit être plus grand que 41,28. Ça veut dire que grand N doit être supérieur ou égal à 42. D'accord? Donc conclusion, le nombre minimum, c'est donc 42. Et sur votre copie, précisez bien ici que donc ln de 0,05 sur ln de 0,93 est à peu près donc de 41,28. D'accord? Pour pouvoir justement expliquer d'où vient ce 42. Voilà, cet exercice est à présent terminé. À très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 2 du sujet du 21 mai 2024, Amérique du Nord. On est sur la géométrie dans l'espace, c'est un QCM sans justification, très facile. Vous allez voir, on va aller très vite. Donc, c'est clair dans le texte. Donc, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 4 réponses est exacte. Donc, il y a une seule réponse exacte. D'accord? On est sûr qu'il y en a une. Le candidat, donc, indiquera sur la copie le niveau de la question. La réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse, une réponse multiple, l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. Voilà, et les questions sont indépendantes, il y en a 4. On est dans un repère orthonormé au IJK. On est parti vers les 2 premières questions, ça prend 2 minutes. Alors, on vous donne 2 points, le point A et le point B, et on vous propose 4 représentations paramétriques de la droite AB. Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller rechercher une représentation paramétrique, mais vous ne tomberez peut-être pas sur une de celles qui est là. Il y a une infinité de représentations paramétriques pour chaque droite. Donc, la meilleure méthode, eh bien, c'est de voir est-ce que les points A et B sont sur ces droites. Voilà, pour que ça soit droite AB, les points A et B étant différents, il faut que on ait A et B qui soient en même temps dans une des 4 droites.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, ici, pour celle-ci, on a y égale 1, y égale 1 pour le A et D. Donc, pour A et D, on doit avoir, d'accord, on doit avoir y égale à 1. Or, YA est différent de 1. Ça vaut 0. Donc déjà, ça élimine, on élimine A et D. D'accord? Parce que le point grand A ne peut pas être ni dans A ni dans B, puisque le Y ne correspond pas. Déjà, ça en élimine 2 très vite. Si on regarde la B, il y a déjà Y égale 3, Z égale 3. Or, si on regarde le point B, bien, il n'a pas un Z égale à 3. Donc pour B, on doit avoir donc Z égale 3. Or, YB, ZB est différent de 3. Donc ça veut dire que B n'est pas sur cette droite, donc on élimine le B. Et comme on sait qu'il y a une réponse exacte, on a terminé. C'est forcément la réponse C. Vous voyez, ça va très très vite là, vraiment. Et encore, j'ai écrit, hein. Vous n'êtes même pas obligé de rédiger puisque c'est sans justification. Si vous avez un petit doute, vous pouvez vérifier. Alors, ici, pour le point, donc 1, 0, 3, ben, 1 pour t égale à 0, et on obtient 1, 0, 3. On retrouve le point A. D'accord? Ensuite, pour le point B, il faut 4 en haut, donc 1 plus 3. Donc, vous prenez t égale 1, vous aurez 4, 1, 0, c'est le point B. Donc, c'est bon. Ça veut dire que c'est bien la réponse C. Les points B sont sur cette droite dont on vous donne la représentation, enfin une représentation. Pour ceux qui veulent, je rappelle rapidement, on est là pour s'entraîner. Pour avoir une représentation, il vous faut un vecteur directeur. Je vais prendre AB, donc 4 moins 1, 3. Un coordonnée de B moins celle de A, 1 moins 0, 1, 0 moins 3, moins 3. Ça veut dire qu'ici, quand on va écrire une représentation de AB, on peut choisir, alors on aura X, Y, Z. On peut mettre un point à la droite. Je vais mettre le point A, comme ça j'ai le 1. Le point A, c'est 1, 0, 3. Plus, ici on a notre vecteur. Donc ici, directeur, on va mettre 3 fois T, 1 fois T, moins 3 fois T. Oui, c'est exactement celle qu'on vous donne en plus, donc c'est vraiment très facile. Ensuite, on considère donc la droite D, et on vous donne une représentation paramétrique. Parmi les points, lequel appartient à droite D? Ben, ça se répète un peu, hein, on vient de faire à peu près la même chose. Donc ici, on a du 3 plus 4T, 6T, 4 moins 2T. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, dans les points qu'on donne, il y a un 6 à chaque fois. Or, si vous voulez 6 pour le Y, il faut que T égale 1. D'accord? Donc, pour T égale 1, qu'est-ce qu'on obtient comme point? On obtient X égale 3 plus 4, 7. Y égale 6. Z égale 4 moins 2, 2. Et 7, 6, 2, ça ne correspond à aucun des trois. Ça veut dire que ni A, ni B, ni C ne sont sur cette droite. Donc, comme il n'y a qu'une réponse exacte, on est sûr que c'est D. Alors, on va vérifier quand même. Alors ici, pour avoir donc moins 3, qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc, on va 3 plus 4T doit être égal à moins 3. Donc 4T égale à moins 6. T égale moins 6 sur 4. Alors, on va mettre moins, ça fait 3 demi, moins 1,5. Et vous voyez qu'après, si je calcule Y égale 6 fois moins 1,5, ça me fait moins 9. C'est parfait, c'est bien l'ordonnée de R. Et pour Z, on fait 4 moins 2 fois moins 1,5. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc c'est parfait, en fait, le point R, il est bien. Sur cette droite, on a encore répondu très vite. Question 3, on considère donc la droite D, toujours, et une nouvelle droite D'. Donc on a nos deux, ici on vous donne à chaque fois une représentation paramétrique. Étudions la position relative, donc entre D et D', séquente, donc au plein air, parallèle ou confondu. Alors, on peut éliminer tout de suite, d'abord, par exemple, confondu, parce que si elles étaient confondues, elles seraient aussi parallèles. Donc déjà, on aurait deux bonnes réponses, donc confondu, vous pouvez l'éliminer. Alors, parallèle, on peut regarder rapidement. On va prendre un vecteur directeur. Vecteur directeur de UD, enfin de D, on va l'appeler UD. Eh bien, je prends les coefficients de T. Donc c'est 4, 6, moins 2. Même si je veux en trouver un autre facile, en divisant par 2, 2, 3, moins 1, vous voyez. Alors pour D', ça fait un vecteur directeur, coefficient de K, 3, moins 2, 1. On voit bien que ça n'est pas du tout collinéaire, parce qu'ici le 2 et le 3 sont inversés, vous voyez, donc ça ne va pas. Les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles. Ça veut dire que directement, vous voyez, mais il nous reste séquente ou alors non coplanaire. Alors là, on va partir à la recherche d'un point d'intersection. Ça veut dire que je vais résoudre
Donc ici, je vais égaliser les x. Donc il faut voir si ça, hein, eh bien, ça a un couple de solutions tk. Donc si t, 4 moins 2t, j'égalise avec l'autre. Hein. Donc je ne mets pas lettre x, je vais juste chercher le couple 4t. D'accord? On a ceci. Il ne faut pas se tromper. Je résous. Et je dois trouver une valeur, un couple commun aux 3. Donc, eh bien, regardez, la dernière, ça me donne k en fonction de t. Donc, je vais mettre tout de l'autre côté. Ça fait 3 moins 2t. Vous voyez, j'ai rangé juste 1. Je substitue donc dans la première ligne. J'obtiens ça. Moins 2 plus 3 fois k. Donc, 3 moins 2t. Ensuite, ici, j'ai 6t qui doit être égal à moins 1 moins 2 fois 3 moins 2t. Donc, ça veut dire que c'est équivalent à quoi? K égale 3 moins 2t. La première ligne. Donc, je vais doucement. 3 plus 4t. Moins 2 plus 9 moins 6t. Donc, ça veut faire quoi? Je mets tout de l'autre côté. Les t, 10t. Ensuite, donc, ça fait 9. Donc, j'enlève 3. Donc, j'ai 7 moins 3, 4. Et ça veut dire qu'en haut, ça me donne une valeur de t qui est à 4 sur 10. Donc, 2 sur 5, 0,4. La deuxième ligne, il faudrait que ça soit la même valeur de t. Donc, je développe. Si t, ça vaut moins 1, moins 6, plus 4t. Donc, ça veut dire qu'à gauche, j'ai 2t égale moins 7. Et je ne trouve donc pas de cinquième. Hein. Ici, je trouve t égale moins 7 demi. Donc, pas de solution. Conclusion. Vous avez deux droites qui n'ont pas de point commun et qui ne sont pas parallèles. D'accord? Elles sont donc non coplanaires. C'est la réponse B. D'accord? Donc, on peut éliminer ici 50. On est déjà à la quatrième question. Alors là encore, c'est du court. Hein, vous avez un plan qui passe par le point I, vous avez les coordonnées, et perpendiculaire à droite D. À droite D, je la remets ici. Alors, ça veut dire qu'il vous faut un vecteur directeur droite D qui sera un vecteur normal de notre plan. Donc, un vecteur directeur donc de D, je vais le réappeler UD. D'accord? Donc, on prend les coordonnées 4, 6, donc moins 2. D'accord? 4, 6, moins 2. Donc, on peut même diviser par 2. 2, 3, moins 1. Et ça, ce sont donc des vecteurs normaux. Donc, ces deux vecteurs, ils sont normaux. Donc, 1, 2, donc normaux AP. Voilà. Ça veut dire qu'ici, ben, ça vous amène à deux types d'équations possibles. Un 4x plus 6y moins 2z plus d égale 0. Ou alors, on surdivise par 2, 2x plus 3y moins z plus donc d' égale 0. Donc voilà, il faut des équations avec ici quelque chose qui est multiple de 4, 6, moins 2 ou 2, 3, moins 1. Ça veut dire que déjà ici, ça ne va pas pour le B ni pour le D. Alors après, vous pouvez les éliminer autrement. Si vous remplacez I par exemple dans le D, I n'appartient pas là. Donc le D, il est évidemment, il est faux pour, il ne contient pas le point I. D'accord? Ensuite, on peut tester, est-ce que le point I est dans celle du C? Donc I, c'est 2, 1, 0. D'accord? Donc, si je remplace donc x par 2, ça fait 8. 8 et 6, 14. 14 plus 9, ça ne fait pas 0. Donc déjà, eh bien, le C, ça ne marche pas. Le point I, ici, I n'appartient pas. D'accord? Tout comme le D. Pour le A, je remplace par 2, 1, 0. Ça fait 4 plus 3, 7. Moins 7, 0. Ben, ça, c'est parfait. Et on a le bon vecteur normal et on a le point I qui est dedans. Donc c'est évidemment la réponse A. Alors j'aurais pu aller un petit peu plus loin ici dans mes équations. En remplaçant par les coordonnées de I, ça m'aurait donné D. Vous voyez, si je remplace par I, ça fait 4 fois de 8, plus 6, 0 plus D, ça doit me donner un D égal à moins 14. Et moi, dans le 4x plus 6y moins 2z, j'ai plus 9. Donc vous voyez que ça confirme. Ici, si je remplace par les coordonnées de I, 2 fois de 4, plus 3, plus D' égale 0, je trouve D' égale moins 7. Et vous voyez, ça me donnera exactement l'équation du A. En ce qui concerne le B, si je remplace par les coordonnées de I, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1, moins 1 plus 1. Ah, vous voyez ici, I appartient. D'accord? Donc on a deux qui contiennent I, deux qui ne contiennent pas I, ça en élimine 2.
Après le B, on l'élimine parce que le vecteur normal n'est pas bon. Donc c'est vraiment la réponse A. Et on a terminé ce QCM très simple. Bonjour à tous, aujourd'hui correction de l'exercice 3 du sujet du bac spécialité maths 2024, 21 mai, c'est l'Amérique du Nord, avec un exercice sur les fonctions en deux parties, une première partie graphique et la convexité, et une deuxième partie, donc étude de fonctions classiques. On est parti. Donc, le but de l'exercice, c'est d'étudier la fonction, donc ici définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x carré moins x. Donc, c'est 1 sur x. Donc ça, on verra en partie B. Pour l'instant, ça n'est que graphique. Vous avez la courbe ici, donc, de f, donc CF, et vous avez une droite T qui est tangente à la courbe au point. Le point est ici, c'est le point d'abscisse 1. Ici, et la courbe, vous voyez, donc, on va regarder la convexité, hein, ce sera la question 2, mais vous voyez qu'ici, la courbe, elle est d'abord en dessous ici de la tangente. Et dès qu'on passe le point, il semble vraiment qu'elle soit au-dessus. Donc ça, on en parlera partie 2. La première partie, première question, c'est de déjà lire graphiquement f' de 1 et donner l'équation réduite de la tangente t. Alors ça, c'est une question vraiment trop facile pour des terminales, mais bon. Donc première question, vraiment une simple formalité, un coefficient directeur. Hein, parce que f' de 1, c'est un nombre dérivé, ça correspond au coefficient directeur, autrement dit la pente de la tangente au point d'abscisse, donc 1, donc de la tangente en A. Donc autrement dit, c'est la pente, coefficient directeur ou la pente donc de T. Alors pour lire une pente, graphiquement, alors vous avez deux façons. Soit vous lisez graphiquement, soit vous prenez deux points à droite. Alors si on prend graphiquement, on a le point B et le point A. Donc je vais quand même écrire leurs coordonnées. Le point A, il semble avoir pour coordonnées donc 1, moins 1. Et le point B a pour coordonnées donc 0, il est sur l'axe vertical, et moins 4. D'accord? Graphiquement, ça veut dire qu'ici, si j'avance en partant de B, si j'avance d'une unité, d'accord, une unité horizontale, pour revenir, je dois monter de 1, 2, 3 unités verticales. Donc ça veut dire j'avance d'un, je monte de 3, donc la pente, elle vaut 3. Si vous voulez faire un calcul, donc on est en fait en train de calculer la pente de T, autrement dit le coefficient de AB, donc c'est Y, alors A moins YB sur XA moins XB. Ou alors YB moins YA sur XB moins XA. Je remplace, YA c'est 1, moins 1, YB c'est moins 4, donc moins 4 sur XA, donc 1 moins XB 0. Vous voyez qu'en haut, c'est fait moins 1 plus 4 sur 1, ça fait 3 sur 1, j'obtiens bien 3. Donc f' de 1 vaut 3. Ensuite, le point B, il vous donne l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que t a pour équation y égale 3x plus l'ordonnée d'origine qui est moins 4, donc 3x moins 4. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire que cela. On présente bien le résultat final, le nom, 2 points, l'équation avec y égale donc 3x plus b. Donc maintenant, donner les intervalles sur lesquels la fonction semble convexe ou concave. Alors on l'a dit, avant le point A, c'est-à-dire pour x plus petit que 1. Donc pour x plus petit strictement que 1. CF, donc, semble en dessous de ces tangentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que T. C'est qu'ici, à chaque fois, quand vous tracez une tangente, la courbe semble en dessous. Et donc, ça veut dire que CF, elle semble... Elle est en dessous de ces tangentes, elle semble concave. Vous avez d'ailleurs cette forme caractéristique ici. Vous voyez, quand on avance ici, les pentes diminuent. La fonction f' est décroissante. En A, changement de position, la courbe passe de l'autre côté. Et donc pour x supérieur ou égal à 1, CF semble au-dessus de ces tangentes, de toutes ces tangentes après, et donc CF semble convexe. Comme on a un changement ici de concave convexe, ça veut dire qu'en A, on a ce qu'on appelle une inflexion. Donc le point A serait donc un point d'inflexion, un point d'inflexion de la courbe. Un point d'inflexion donc de la courbe CF. Voilà, donc point d'inflexion avec changement concave puis convexe.
avec une tangente t qui, en fait, que la courbe va traverser au niveau de son point, ici, donc, d'inflexion, le point A. Alors, l'idée du sujet, ça va être plus tard, dans la partie B, de retrouver tout ça par des calculs et des tableaux de signes. Voilà. Alors, pour cette partie B, regardons l'expression. Tout d'abord, on sait que, donc, on est sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est strictement positif. Et il y a une propriété, donc, quel que soit n appartenant à n, on prend n étoile, si on a ln de x puissance n, ça fait n ln de x. On peut comme ça, si x est positif, strictement, et sortir ici les exposants, quand ils sont entiers. Ici, c'est le cas. Ça veut dire que ici, donc, sur 0 plus l'infini, eh bien, ln de x au carré, on peut le transformer en 2 ln de x. D'accord? Ça veut dire que f de x a une expression beaucoup plus simple, 2 peut sortir. C'est 2x ln de x moins 1 sur x. Alors ça va simplifier quand même beaucoup les choses. Alors attention, si on a x négatif, ln de x2 existe, et 2 fois ln de x n'existe pas. Donc il faut faire attention quand on sort les exposants, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est ici, on peut le faire parce que x est strictement positif. Donc, la limite en plus l'infini. Alors, celle-là, elle est simple. Il n'y a même pas besoin de dire tout ce que j'ai dit. Donc, je vais garder la forme première. Donc, en plus l'infini. Eh bien, si vous avez donc gardé la première forme, la limite en plus l'infini de x2, c'est plus l'infini. Donc, par composition, on va mettre ça dans un logarithme. Le logarithme, vous savez que quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Donc, par composition, première étape, la limite. Donc, quand x tend vers plus l'infini de ln de x2, c'est plus l'infini. On va multiplier par x, d'accord, qui va vers plus l'infini. Donc, par produit, la limite de x, ln de x, de 2, donc les deux vont vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord, quand x tend vers plus l'infini. On va regarder 1 sur x. 1 sur x, il n'y a pas à le démontrer. En plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0, c'est la fonction inverse. Et donc, par soustraction, on a plus l'infini moins quelque chose qui tend vers 0. Il y a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Vous voyez, je n'ai pas eu à utiliser ma transformation. Sinon, c'est un petit peu plus rapide. Il n'y a pas la première composée, vous voyez. Vous aurez à dire que 2x va vers plus l'infini, ln de x va vers plus l'infini. Donc par produit, on a donc quelque chose qui va vers plus l'infini. Vous enlevez quelque chose qui tend vers 0. Donc la limite, c'est plus l'infini. Donc en plus l'infini, c'est bon. En 0, alors là, c'est un petit peu plus embêtant. Parce que les croissances comparées, qui sont, on prend le terminal, eh bien, c'est la suivante. On prend, donc, quel que soit n, donc, non nul, x puissance n ln de x, bien, la limite de ceci quand x tend vers 0, évidemment, c'est par valeur positive pour que le logarithme existe, ça fait 0. D'accord? Mais nous, ici, c'est un peu particulier parce qu'on a du x carré, mais à l'intérieur du logarithme. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, c'est pour ça que c'est pratique de sortir le 2 ici et d'utiliser la deuxième forme. La limite, ici donc, de x ln de x, ça vous la connaissez, c'est une en 0, donc c'est une croissance comparée. D'accord? Ça fait 0. Quand vous l'utilisez, vous écrivez bien sûr croissance comparée. Ensuite, donc multiplié par 2, la limite, alors 2x ln de x, ça fait 0. 1 sur x, alors, donc mon 1 sur x, quand x tend vers 0, par valeur positive, parce qu'ici, on est sur du logarithme, on est sur r plus étoile, donc c'est positif, c'est plus l'infini. Mais si je mets un moins, ça sera moins l'infini, d'accord? Donc ensuite, par soustraction, alors là, pardon, j'ai mis le moins dedans, donc c'est par addition, on a 0 et moins infini, par addition, limite de f en 0 plus, donc quand x tend vers 0 par valeur positive, ça sera donc 0, et on rajoute moins l'infini, ça fait moins l'infini. Autre façon de faire, vous ne mettez pas le moins ici, donc là vous aurez plus l'infini, et donc vous ne procédez pas par addition, mais par soustraction.
Et vous aurez la soustraction 0 moins quelque chose qui tend vers plus infini, ça fera donc du moins infini. Voilà. Donc on a limite de f en plus infini qui est plus infini, la limite de f en 0 plus qui est moins infini. Pour la question suivante, on admet que la fonction est 2 fois dérivable sur 0 plus infini. Donc, ça c'est admis. Déterminer f'. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas touché à l'expression, c'est-à-dire vous avez gardé f de x sous la forme x ln de x au carré moins 1 sur x. Soit, eh bien, vous avez fait la transformation que j'ai proposée, puisque x est strictement positif, vous avez sorti le carré. Ça fait 2x ln de x moins 1 sur x. Alors, comment on dérive? Dans le premier cas, vous avez ici un produit, donc u fois v, avec u de x qui vaut x, et v de x qui vaut ln de x carré. D'accord? Donc u', ça sera 1. On va dériver comme un produit, le premier terme. Après, vous aurez moins 1 sur x qu'on dérivera tranquillement. Et ensuite, v', dérivée de ln de x. On est sur une composée, c'est ln de u. D'accord? La dérivée de ln de u, quand u est dérivable, c'est u' sur u. D'accord? Donc ici, ça va faire 2x. Donc dérivée de x de 2x sur x2. Et si vous simplifiez, ça fait 2 sur x. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, f', dérivé d'un produit, u'v, une fois ln de x2, je laisse le 1, mais c'est pas obligatoire, bien sûr, plus, donc ici c'est un égal, uv', ou v'u, ça sera donc plus x fois 2 sur x. Et donc j'obtiens ln de x2, plus ici x sur x, ça se simplifie, il me reste plus 2. De l'autre côté, si vous n'avez pas transformé, si vous avez transformé, pardon, vous avez un u de x qui sera 2x, donc u' vaudra 2. Vous pouvez proposer un v de x égale à ln de x, et donc v', dérivé de ln, c'est 1 sur x. D'accord? Alors, par contre, excusez-moi, de l'autre côté, j'ai oublié le moins 1 sur x, il ne faut pas l'oublier celui-ci, donc quand on dérive moins 1 sur x, ça fait, la dérivée d'1 sur x, c'est moins 1 sur x2, donc ça fera plus 1 sur x2, plus 1 sur x2. De l'autre côté, on aura pareil. Donc là, vraiment, j'insiste, quand on dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x2. Donc si on dérive moins 1 sur x, vous aurez plus 1 sur x2. Alors, on dérive avec le produit. Donc u'v, donc 2 ln de x, plus 2x fois 1 sur x, plus la dérivée, donc de moins 1 sur x, qui est 1 sur x2. Et donc, ça donne 2 ln de x. En fait, 2 ln de x, vous retrouvez ln de x au carré, d'accord? Ici, les x se simplifient, plus 2, plus 1 sur x carré. Bien sûr, on a la même chose, la chose près qu'on a ici la forme, donc avec le 2 qui est sorti, et ici, on a encore le ln de x2. Pour la 2b, il faut maintenant trouver f seconde, donc la dérivée de f'. F est 2 fois dérivable, donc f' est dérivable. Alors là, on a deux options, ceux qui ont du ln de x2, ceux qui ont du 2 ln de x. Donc, premier cas, ln de x2, c'est du ln de u. Je dérive x2, ça fait 2x sur x2, u' sur u. Plus la dérivée de 2 qui vaut 0. Ensuite, on doit dériver 1 sur x2. Alors, pour dériver 1 sur x2, il y a une première méthode, soit vous connaissez la dérivée générale de 1 sur x puissance n, qui est moins n sur x puissance n plus 1. Ça veut dire qu'ici, la dérivée de 1 sur x2, c'est donc moins 2 sur x3. Ça, c'est pour ceux qui connaissent bien leur formule. Donc là, je mets moins 2 sur x3. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, 1 sur x2, vous pourrez considérer que c'est u de x sur v de x. Donc en dérivant, vous aurez u'v moins uv' sur v carré, dérivé d'un quotient. D'accord? Donc dessous, vous aurez v carré, donc x2 au carré, ce qui me fera x4. En haut, j'aurai u', la dérivée de 1, c'est 0, fois v, moins u, donc c'est 1, fois la dérivée de x2, c'est-à-dire 2x. Et là, si vous regardez, ça donne quoi? Ce terme disparaît, il me reste moins 2x sur x4. On simplifie une fois par x, il me reste moins 2 sur x3. Vous voyez, on arrive sur la même chose, et heureusement. Ensuite, on doit, donc ici, on a x et x2, donc vous voyez qu'il y a une simplification par x, ça fait donc 2 sur x, moins 2 sur x3.
Alors, c'est pas exactement ce qu'on vous propose. Il y a une factorisation. Donc là, on met au même dénominateur. On met tout sur x3. Donc, là, j'ai x. Je dois multiplier en haut et en bas par x2. D'accord? Donc, ça veut dire que là, j'aurai 2x2 moins 2. Si je factorise, ça fait 2 fois x2 moins 1 sur x3. x2 moins 1, vous devez reconnaître, c'est une identité remarquable. A carré moins b carré, c'est 2 fois x plus 1 fois x moins 1. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Hein. La formule est là, on a bien tout ce qu'il faut. Pour l'autre méthode, il y a une petite différence. C'est que ici, on aura 2nx qui en dérive, on donne juste 2 sur x. Et on dérive 1 sur x2, on a dit que ça faisait 2 sur x3. Et vous arrivez ici, d'accord? Donc après, même transformation, on arrive bien à f seconde égale 2 fois x plus 1 fois x moins 1 sur x au cube. Pour la question 3, il est question de la convexité de la fonction. Et donc, quand une fonction est 2 fois dérivable, la convexité, elle s'obtient facilement à partir du signe de la dérivée seconde. Donc on a la forme ici parfaite pour faire un tableau de signes. Donc je vais mettre le signe de 2x plus 1, 2x moins 1, 2x3, et on aura tout de suite f seconde. Donc x plus 1 fois 2, ça s'annule donc. 2 fois x plus 1 égale 0. Vous pouvez diviser par 2, il reste x plus 1 égale 0, il reste x égale moins 1. Ensuite, on a x moins 1 qui s'annule quand x vaut 1. Et x cube, c'est connu, ça s'annule en 0. Et c'est négatif, positif. Donc là-haut, je vais juste avoir un 1. D'accord? Donc 2x plus 1 est toujours positif, puisque ça change de signe en moins 1 et que c'est croissant, hein, parce qu'ici la pente est 2, donc on a plus, plus. X moins 1 s'annule en 1, signe moins 0 plus, parce que c'est une fonction ici dont la pente est positive. X cube, vous savez qu'après 0 c'est positif, donc ici f seconde est négative, s'annule en 1 est positive. La convexité maintenant avec ce signe. Eh bien là où elle est négative ou nulle, elle est convexe, donc ici, sur, alors 0, 1, on peut fermer en 1, f seconde est inférieur ou égal à 0, donc f est concave. D'accord? Quand la fonction est négative, enfin la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Et sur 1 plus l'infini, on peut fermer en 1, f seconde est positive ou nulle, donc f est convexe. Voilà ce qu'on vous demandait. Alors on peut préciser. Hein. Donc en 1, f seconde s'annule en changeant de signe. D'accord? Et donc, ça veut dire que la courbe CF admet un point d'inflexion. Voilà, d'abscisse 1. Tout à l'heure, sur notre dessin, c'était le point A. Maintenant, on nous demande donc les variations de f'. Alors, on a le signe de f seconde. Je rappelle que f seconde, c'est la dérivée de f'. Donc, le signe de f seconde nous donne les variations de f' de x en fonction de x. Dérivée négative, la fonction f est décroissante. Dérivée positive, elle est croissante. D'accord? Donc, on va quand même mettre ici les valeurs. Alors, en 0, c'est une valeur interdite. Voilà. J'ai besoin de l'image de f' en 1. Je rappelle que f' de x, c'est ln de x2 plus 2 plus 1 sur x de 2. Ou alors, une autre version, 2 ln de x plus 2 plus 1 sur x2. Dans tous les cas, quand je remplace par 1, le ln, ici, ça fait ln de 1, ça fait 0. Ici, 2 fois ln de 1 qui fait 0. Il me reste 2 plus 1 sur x2. Donc 2 plus 1 sur 1, ça me donne 3. Et donc, ça c'est intéressant parce que 3 c'est un nombre positif. Ça veut dire que 3 est donc le minimum de f' sur l'intervalle, donc 0 plus l'infini. D'accord, décroissant, croissant, vous avez un minimum. Donc, ça veut dire que sur 0 plus l'infini, f de x est donc supérieur ou égal à 3 et donc strictement positif. F', et comme f' est strictement positif, ça veut dire que donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On va faire un petit tableau. Hein. Donc ça veut dire que votre fonction f de x, votre fonction f, pardon,
eh bien en fonction de x, c'est strictement croissant. Et on a dit qu'on avait trouvé moins l'infini et là-haut, plus l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens de variation. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau. Quand on dit sens de variation, c'est souvent qu'on peut le faire en une phrase. Donc ceci, ça répond au sens de variation de f sur 0 plus l'infini. Et on est déjà à la question 4, petit a. Donc là, on est sur corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, appelé dans le supérieur le théorème de la bijection, mais nous, on va lui laisser son nom de terminal, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou corollaire du TVI. Donc l'équation f de x égale 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a une fonction f qui va de moins l'infini à plus l'infini, ça c'est des limites. La question, est-ce qu'elle va passer par 0 ? Bien sûr, parce que d'abord elle est continue, on ne va pas sauter, et ensuite elle va passer qu'une fois parce qu'elle est strictement croissante. Donc tout ça, on va le dire. Et ça nous permettra ici de mettre un petit 0 et de mettre ici une valeur alpha, qui est la seule valeur unique qui va avoir pour image 0. Donc les conditions, il y en a 4. Tout d'abord, on va se placer sur donc 0 plus l'infini. On a donc f qui est continue. Alors pourquoi est-ce que f est continue ? Parce qu'elle est donnée dérivable. Elle est 2 fois dérivable, donc elle est dérivable. Et si elle est dérivable, alors elle est continue. Ensuite, f est strictement croissante. On vient de le démontrer. Alors, deux choses. La limite de f en 0 plus, c'est moins l'infini. La limite de f en 0 moins, c'est plus l'infini. Ça veut dire que ici, 0 appartient donc, puisqu'il est entre moins l'infini et plus l'infini, appartient à l'image de 0 plus l'infini, qui sera en fait moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire que tous les réels sont atteints par cette fonction. Donc comme 0 est un réel, il est atteint. D'accord ? Conclusion, on va écrire, donc d'après le corollaire du théorème de l'intermédiaire, on écrit du TVI. Entre parenthèses, je répète, c'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Théorème de la bijection. Eh bien, l'équation, il faut être très rigoureux. L'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha qui est dans moins l'infini, enfin qui est dans 0 plus l'infini, donc dans 0 plus l'infini. Voilà. Et donc, ça veut dire que f de alpha égale à 0. Je répète, les choses importantes, continuité, stricte monotonie, donc ici stricte croissance, on vérifie bien que votre 0, parce que là c'est f de x égale 0, 0 doit être une valeur intermédiaire, doit être entre, voilà, ici vos deux limites, et après on redit bien corollaire du TVI, et l'équation indexation admet une unique solution dans tel intervalle. Maintenant, une valeur arrondie de alpha, alors ça, la calculatrice, tout est prévu, vous allez donc rentrer l'expression, on va regarder les courbes, on se place dans un repère intéressant, donc ici on va de 0, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même, on n'a pas forcément d'idée où est alpha, donc on va mettre de moins 1 à 10, et en y, on va quand même aller sur des positifs et des négatifs, donc par exemple entre moins 7 et 5, voilà. Je trace, vous voyez, sur 0 plus l'infini, on a cette partie. Alors, vous avez une partie ici, parce qu'on a mis ln de x2, donc si x est négatif, on l'a dit tout à l'heure, ça existe quand même. Tant qu'on ne sort pas le carré, ln de x2 existe même si x est négatif. La seule interdite, c'est 0 dans tous les cas. Donc votre alpha, il est là. Voilà. On va aller chercher. Alors pour ça, vous avez un solver graphique, vous mettez gsolve. Alors on va essayer d'isoler ici, même pas, on va mettre root. Root, c'est racine. Et vous voyez directement, ça se met. Donc on a ici, alors c'est vraiment très précis, on a du 1,300. Alors à quel envoyé au centième, il faut garder deux chiffres après virgule, donc on peut répondre 1,32 ou 1,33. Le plus près semble être 1,33. Donc on va répondre à la calculatrice, il n'y a pas besoin d'expliquer. Alpha est à peu près 1,33 à donc 10 moins 2 près. Et ça, c'est donc une valeur arrondie au centième. Et maintenant, montrer que alpha vérifié alpha carré égale exponentielle de 1 sur alpha carré. Alors là, on a mis exp. On aurait pu écrire ça e de 1 sur alpha carré.
Et parfois, quand c'est comme ça plusieurs étages, c'est plus facile de mettre la notation exp, comme ça, on voit bien que le 1 sur alpha carré est dans l'exponentielle. Alors, comment on arrive à ça? Il faut regarder qu'est-ce qu'on sait sur alpha. Une seule chose, f de alpha est égal à 0, donc on va traduire. Si je traduis ça, je remplace dans f, donc ça veut dire que je remplace x par alpha, ça me fait alpha, ln de alpha au carré, moins 1 sur alpha, ça c'est égal à 0. D'accord? Donc là, eh bien, on a du ln, je veux du exp, donc on va transformer un petit peu. Donc, je vais essayer d'aller chercher le ln de alpha carré. Donc, je mets le 1 sur alpha de l'autre côté par addition ou soustraction. Donc, j'ajoute des deux côtés 1 sur alpha. D'accord? Et comme ici, il y avait un alpha, je vais diviser par alpha, qui est différent de 0, hein, on sait. Eh bien, ça fait du 1 sur alpha carré. Et maintenant, eh bien, on utilise exponentielle, hein, qui est strictement croissante. Donc, si je passe des deux côtés exponentiels, j'aurai alpha carré qui est égal à l'exponentielle de 1 sur alpha carré. Hein, d'accord? Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer. On a donc terminé cet exercice. Voilà, donc seule petite difficulté, peut-être, ceux qui ont hésité à sortir ou pas le 2 qui est là. Mais vous voyez que ça ne change pas les résultats au final. Donc, hein, il y a la dérivée. Effectivement, hein, pour ceux qui ont un petit peu galéré, la dérivée n'est pas si simple. Donc ça veut dire que vous avez peut-être loupé juste un ou deux calculs de dérivée, mais le reste, vous pouvez le faire avec cette forme-là, puisqu'on vous donne la forme factorisée. Voilà. Donc à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu. Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige le sujet du 21 mai 2024, Amérique du Nord, avec l'exercice, je trouve, le plus intéressant, celui qui traite des intégrales et des suites. Donc, on considère donc les intégrales suivantes. N est un antinaturel et IN, donc intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus x dx, et JN, c'est la même intégrale mais avec un cosinus à la place du sinus. Voilà, donc plein de petites questions. Donc on démarre tout de suite. Calculons I0. Pour calculer 0, il suffit de remplacer dans l'expression de IN le n par 0. D'accord? Et on a dit que donc, on prend donc n, un entier naturel. On a défini IN comme étant l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus x dx. Donc, ça veut dire que I0, ça va être l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins 0x, donc ça veut dire exponentielle 0, fois sinus x dx. Exponentielle 0, vous savez que ça vaut 1. Il me reste l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx, primitive, donc on va prendre une primitive de sinus. Hein. Alors vous savez qu'en dérivant cosinus, ça fait moins sinus, donc une primitive de sinus, on peut prendre moins cosinus, d'accord, entre 0 et pi. Donc je remplace d'abord par pi, moins cosinus pi, moins, je vais mettre des parenthèses, et je remplace ensuite par 0. Alors, cosinus pi, on est donc à gauche, c'est donc moins 1. Donc là j'ai moins 1. Moins le cosinus 0, on est à droite du cercle, c'est donc 1. D'accord? Donc ici j'ai moins, ça fait 1, moins, ça fait plus 1, je trouve I0 égale à 2. Vous pouvez vérifier aussi sur une calculatrice, par exemple une Casio, avec, donc ici on va calculer une intégrale, vous allez trouver donc intégrale dans option ici, donc calcul, intégrale, donc on est sur intégrale de donc sinus x, donc vous tapez sinus x, voilà. Ensuite vous mettez les bornes, on est entre 0 et pi, d'accord, pi, vous le trouvez ici. Voilà, on calcule, ça fait 2. Donc vous pouvez comme ça continuer sereinement. Deuxième question, justifier que pour tout antinaturel, IN est positif. Alors ici, on va regarder ce qu'il y a sous le symbole intégral. L'intégrand d'exponentielle moins x sinus x. Est-ce que ça serait pas par hasard positif? Parce qu'il y a une propriété dans le cours qui dit que si la fonction f est positive sur tout l'intervalle AB, alors l'intégrale sur AB de f de, donc ici, x dx, va être supérieur ou égal à 0. Donc, on va regarder. Alors, effectivement, sur 0 pi, bon, bah déjà, exponentielle moins x est strictement positif, car on sait que pour tout grand x réel quelconque,
exponentielle de grand X est strictement positif. D'accord? Donc ça, quel que soit l'intervalle, vous aurez votre exponentielle moins x qui est strictement positif. Ensuite, le sinus, on est sur 0 pi. Le sinus, c'est l'ordonnée du point qui se déplace sur le demi-cercle supérieur, donc ça veut dire que le sinus x est supérieur ou égal à 0. Et il s'annule en 0 et en pi. D'accord? Ça veut dire que donc, l'exponentielle moins nx sinus x est donc supérieur ou égal à 0 sur, je reprécise, 0 pi. Et donc par positivité, eh bien l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle moins nx sinus x dx est supérieur ou égal à 0. Vous auriez pu aussi intégrer cette inégalité, hein, d'accord, sur l'intervalle 0 pi, vous auriez eu ceci, et à droite on aurait eu l'intégrale de 0 à pi de 0 dx qui vaut 0. Et donc à gauche vous voyez que c'est in, donc ici alors, au début il faut normalement mettre soit n appartenant à grand n, d'accord, plutôt ici, voilà, et donc ici in est supérieur ou égal à 0. Donc on a terminé cette question. Maintenant montrons que pour tout entier naturel n, in plus 1 moins n est négatif. Alors, je vais vraiment m'inspirer du texte, donc je vais prendre soit n appartenant à grand N, et je vais regarder in plus 1 moins in. C'est donc l'intégrale de 0 à pi, l'exponentielle moins nx, donc ici, pardon, c'est n plus 1, donc ici on aura moins n plus 1x sinus x, dx, moins l'intégrale de 0 à pi, l'exponentielle moins nx sinus x dx. Alors on a une soustraction de deux intégrales sur le même intervalle, donc on peut réunir ici tout ça sous une seule intégrale. Et ensuite on va factoriser. Alors je vais déjà factoriser par sinus, j'ai exponentielle, alors moins n plus 1x, je vais développer cette parenthèse, ça fait moins x, moins 1x, donc moins x. D'accord? En même temps j'ai factorisé par sinus, donc ici j'ai ceci, et là j'ai un sinus x dx. Vous voyez, j'ai juste développé ici cette parenthèse, hein. Donc ça fait moins, alors si on fait en deux étapes, nx plus x, et ensuite ça fait donc moins nx moins x. Voilà, et vous voyez, ici, on a une autre propriété, parce que on a exponentielle moins x moins x, et ça, on sait hein, que pour tout x, donc appartenant à R, on sait que exponentielle, donc moins nx moins x, ça fait exponentielle moins nx multiplié par exponentielle moins x. La propriété qui nous dit ça, c'est que, eh bien, quel que soit a et b réels, hein, je prends le symbole ici qui veut dire quel que soit, ou pour tout, exponentielle de a plus b, exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc c'est ce que je viens de faire. Ce qui fait que, vous voyez, ici, je vais avoir un facteur qui est commun avec celui-ci. Et donc, vous voyez, je vais factoriser. Une nouvelle fois, j'ai déjà factorisé par sinus x, et bien on va factoriser aussi par exponentielle moins nx. Donc je vais avoir exponentielle moins nx, et je factorise, donc là je vais avoir exponentielle moins x, et là vous voyez j'ai un moins exponentielle moins nx, ça fait moins 1, donc dans ma parenthèse j'aurai exponentielle moins x moins 1, multiplié donc par sinus x dx. Voilà. Il faut montrer que ça, c'est négatif. Et donc on va d'abord faire une étude de signes, comme tout à l'heure, de ce qu'il y a donc derrière l'intégrale, hein, ici, ce qu'on appelle l'intégrande. On sait que quel que soit x, donc appartenant à R, exponentielle moins nx est donc strictement positif. Le sinus x, on l'a déjà dit, hein, donc alors, je vais même me contenter de prendre des éléments qui sont dans 0 pi, d'accord, parce que sur 0 pi, donc notre exponentielle est strictement positif, et le sinus de x, on l'a vu tout à l'heure, c'est supérieur ou égal à 0. Il me reste exponentielle moins x moins 1. Alors on a x qui est positif. Hein. Donc, moins x qui est négatif. Je vais composer ici par l'exponentielle, hein, qui est strictement croissant sur R. Donc si je compose par exponentielle, l'ordre ne change pas. Donc exponentielle moins x va être inférieur ou égal à exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. D'accord? Donc, pour x positif, exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1. Je mets le 1 de l'autre côté par soustraction. Donc exponentielle moins x moins 1
et donc négatif. Ça, c'est intéressant. Parce que dans mon produit, j'ai donc 2 facteurs positifs et un facteur négatif. Et donc, ça veut dire que sur l'intervalle 0, pi, eh bien, exponentielle moins nx fois exponentielle moins x moins 1 fois sinus x est négatif. Et on va intégrer. Je ne vais pas utiliser de propriété, parce que là, tout à l'heure, on a utilisé la positivité, intégrale d'une fonction positive sur intervalle. Eh bien, l'intégrale est positive. Ici, c'est une fonction négative. Alors, il existe la même propriété pour les fonctions négatives, mais on va juste plutôt utiliser quelque chose de plus général. On intègre ça. On peut intégrer les inégalités. On intègre sur 0 pi. Et donc, ça veut dire que l'intégrale de 0 à pi de cette chose-là, c'est ce qui m'intéresse, d'accord? Voilà, sinus x dx est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi de 0 dx. Et l'intégrale de 0, bien sûr, n'importe quel intervalle, ça vaut 0. Donc ici, vous voyez que à gauche, j'ai reconstruit ceci, c'est donc in plus 1 moins in, et donc inférieur ou égal à cette intégrale qui vaut 0. Donc c'est bien inférieur ou égal à 0, et j'avais pris bien sûr n, un antinaturel, donc on a bien exactement montré ce qu'on voulait. Question suivante, déduire des 2 questions précédentes que la suite in converge. Alors là, c'est du grand classique. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On sait que pour tout n, donc appartenant à grand N, on a montré que n est positif. Donc ça, dans le vocabulaire, ça veut dire que la suite in, elle est donc, les termes sont toujours supérieurs ou égaux à 0, elle est donc minorée par 0. Autrement dit, 0 est plus petit que tous les termes de la suite. Et on a une deuxième chose. On a in plus 1, qui est moyenne, qui est négative, donc in plus 1 est inférieur ou égal à in. Donc, ça veut dire que la suite in, elle est, in plus 1 est plus petit que in, la suite est décroissante. Vous avez donc une suite décroissante et minorée. Théorème de convergence monotone, théorème de convergence, ou théorème de la limite monotone, je crois, théorème de convergence donc monotone. Eh bien, in est décroissante et minorée. Donc, propriété in converge. Troisième question, petit a, montrer que pour tout entier naturel, on a n inférieur ou égal à cette intégrale. Ici, regardez, in, hein, donc toujours on va mettre soit n appartenant à grand N. In, c'est donc l'intégrale de 0 à pi. Et par rapport à ça, quelle est la différence? Vous avez juste le sinus qui a disparu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, hein, sur 0 pi, comme tous les intervalles, d'ailleurs, sinus x est inférieur ou égal à 1. D'accord, hein? Ça, c'est vrai tout le temps, notamment sur 0 pi. Ensuite, exponentielle moins nx est positif, on l'a déjà dit. Donc, ça veut dire que je peux multiplier sans changer l'ordre, c'est un nombre positif. Donc, exponentielle moins nx sinus x est inférieur ou égal à exponentielle moins nx. On a vu tout à l'heure, on peut intégrer sur un intervalle un encadrement ou une inégalité. Donc, on intègre sur un intervalle. Donc, il faut absolument que les bornes soient dans le bon sens, 0 pi. Ça veut dire que ça fait intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx sinus x et dx est donc inférieur ou égal à intégrale de 0 à pi d'exponentielle moins nx dx. Et à gauche, eh bien, vous reconnaissez in. Et à droite, c'est exactement l'intégrale qu'on voulait. Donc, on a terminé cette question et hein, c'est vrai pour tout n, puisque au début, j'avais pris n, donc ici, quelconque. Question suivante. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, alors là, important, parce que depuis le début, vous voyez, c'était pour tout n, donc là, il ne faut pas que n soit égal à 0. On va voir pourquoi, vous avez une division ici. Et donc, on va calculer cette intégrale. Alors, déjà, on remarque que, eh bien, on a donc cette intégrale. Pour la calculer, il faut trouver, si on peut, hein, une primitive, donc exponentielle moins nx. Donc, alors je vais appeler ça f. Donc ici, on va faire les choses bien. Donc, soit f, le point qui a x associé exponentielle moins nx. Donc, f admet une primitive
grand F, d'accord, qui a x associé, alors, primitive. Alors, quand vous dérivez exponentielle moins nx, si vous regardez, si vous dérivez par rapport à x, ça fait moins n. Il y a un moins n qui sort quand on dérive. Donc, quand on va faire une primitive, ça veut dire qu'il faut compenser ce moins n. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une division. Ça veut dire qu'ici, vous allez retrouver ici dessous moins n. Mais attention, comme il y a une division, il faut surtout ici que donc prendre pour n donc différentes zéros. Ça, c'est le seul. Et si vous voulez toutes les primitives, vous rajoutez une constante. Mais nous ici, donc quand on va faire ce calcul, eh bien évidemment, il va falloir prendre donc pour n, donc appartenant à n, mais étoile. Autrement dit, n non nul. Entier non nul, mais surtout non nul, pour pas qu'il y ait cette division par n. Parce que si n égale 0, votre intégrale, elle fait intégrale de 0 dx, et elle vaut tout simplement intégrale de 0 à pi de 1, elle vaut pi, d'accord? Donc c'est un cas à part, c'est pour ça qu'on est obligé ici de séparer, et on va donc ne plus considérer n égale 0. Donc on prend n supérieur ou égal à 1, n est non nul. Donc on peut prendre comme primitive évidente exponentielle moins nx sur moins n, entre 0 et pi. Je remplace donc d'abord par pi. Donc exponentielle moins n pi sur moins n. Moins, ça c'est le moins de la formule. Donc quand on a comme ça des moins, on met des parenthèses. Et ensuite, on remplace x par 0, pas n. La variable ici d'intégration, c'est x. Donc ça me fera exponentielle moins n fois 0, qui vaudra donc 0 divisé par moins n. Donc ici, ça me fait... Alors, il y a un moins en bas, en général, on aime bien avoir les moins en haut. Donc ça fait ceci. Exponentielle moins n pi sur n. Moins, ce moins ici va monter, donc ça fera moins fois moins plus. Exponentielle 0, ce qui vaut 1 sur n. Et on met tout au même dénominateur, on peut mettre dans l'ordre. On écrit donc d'abord le 1, et moins exponentielle moins n pi. Et c'est ce qu'on voulait démontrer, vous voyez, pour n, évidemment, non nul, donc c'est vrai pour n supérieur ou égal à 1. Déduire des deux questions présentes la limite de un. On a vu que, donc, deux choses là, d'après, donc, 3a et 3b, cité sur les copies le numéro des questions auxquelles vous faites référence, c'est plus clair. Si on fait les deux, on a donc in. Alors, c'était vrai pour tout n, la deuxième pour tout n supérieur à 1, donc on a pour n, donc supérieur ou égal à 1, entier, donc je vais peut-être être très clair, donc pour n appartenant à n étoile, voilà. On a n qui est donc inférieur ou égal à quoi? Eh bien, à cette intégrale qu'on a calculée, qui vaut 1 moins exponentielle moins n pi sur n. Et on avait vu, et question donc de A, on a vu que n est positif. Ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à n. Ça veut dire que donc, si on met ça ensemble, eh bien pour tout n appartenant à n étoile, parce que celle-là était vraie, donc pour n appartenant à grand n, donc quel que soit n appartenant à n étoile, on a donc n qui est coincé entre 0 et 1 moins exponentielle moins n pi sur n. Et là, vous voyez venir, théorème, bon, passage à la limite, théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Donc il faut la limite ici du côté droit. Alors, limite, on va aller doucement, quand n tend vers plus l'infini de moins n pi, moins pi est négatif, ça c'est donc moins l'infini. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de l'exponentielle quand ce qui est dedans va vers moins l'infini. Et ça, on sait que c'est 0. Donc, ça veut dire qu'on met moins n pi à la place de grand x. Ça s'appelle une composition. Donc, par composition, la limite d'exponentielle moins n pi, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 0. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, le numérateur 1 moins exponentielle moins n pi, il tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et vous divisez par n qui tend vers plus l'infini, donc on a du 1 en haut plus l'infini en bas, donc par quotient, donc on écrit par quotient, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins n pi sur n est donc égal à 0. Et là on utilise le terme des gendarmes. On va dire donc que limite quand n tend vers plus l'infini de 0, qui est à gauche tout seul, c'est 0, c'est la même que la limite de 1 moins exponentielle moins n pi sur n, quand n tend vers plus l'infini. Les deux valent 0, donc théorème
des gendarmes. La limite de IN qui est coincée entre les deux est elle aussi égale à 0. Et on a donc déterminé la limite de la suite IN. Question 4a. En intégrant par partie IN de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, donc, je rappelle quand même que pour intégrer par partie, il faut connaître la formule. On a intégrale de u v' qui est ici intégrale, donc entre crochets uv moins intégrale de u' v. D'accord? Donc ici, ben, on a deux choix. On a un produit. Donc il faut choisir qui est u, qui est v'. Donc première méthode, ben, je vais choisir ici u et là v'. Donc ça veut dire que première méthode, je prends u de x égale exponentielle moins nx. Et ensuite, v', je vais poser sinus. Ça veut dire qu'ici, je peux dériver. Je dérive exponentielle moins nx par rapport à x, ça me fait moins n exponentielle moins nx. Je primitive sinus. Donc une primitive, ça sera du moins cos, on l'a déjà dit tout à l'heure, moins cosinus x. Donc, on sait que u', v et v' sont continus. Donc on peut sans problème intégrer par partie. In sera donc égal à entre crochets uv. Donc ici, moins, le moins du cosinus, exponentielle moins nx, je mets dans l'ordre du texte, d'abord exponentielle, entre 0 et pi, moins l'intégrale entre 0 et pi de u'v. Donc, on a déjà écrit ceci, maintenant il faut faire ceci. Donc u'v, on a un moins ici, ça fait plus. On a un n, j'écris l'exponentielle et j'ai le cosinus. X dx. Voilà, maintenant. Il y a plein de petites choses à faire. On continue. On va remplacer donc d'abord par pi. Donc in. Alors pour l'instant, j'ai pris soit n un entier naturel. Pas besoin d'être supérieur ou égal à 1. Donc je remplace par pi moins exponentielle moins n pi. C'est x que je remplace par pi. Cosinus pi qui vaut moins 1. Moins, ensuite moins. Donc ça fera plus exponentielle 0. Cosinus 0. Ici, on a une intégrale. Ici, vous avez un n qui est indépendant de x, donc je peux le sortir, c'est de la linéarité, donc ça fait moins n, intégrale de 0 à pi, exponentielle moins nx, cosinus x dx. Et ici, on reconnaît jn. Alors, ça veut dire que ici, in, on est toujours pour n antinaturel, donc je vais peut-être le réécrire, donc pour n appartenant à grand n. Alors, cosinus pi vaut moins 1, donc ça ferait exponentielle moins n pi, moins 1 fois plus 1 fois moins, ici ça fait plus. Cosinus 0 vaut 1, exponentielle 0 vaut 1, donc ça fait plus 1, donc ça c'est parfait. Moins n fois j de n. Donc on vient de montrer que quel que soit n appartenant à grand n, in, c'est bien égal à, je remets un peu d'ordre, 1 plus exponentielle moins n pi, moins n jn. Ça c'est donc la première façon de faire notre intégration par partie. J'ai pris l'exponentielle étant égale à u. Et l'autre, c'est v'. Eh bien, on va inverser. Et pour bien me comprendre, j'inverse l'ordre. J'écris plutôt sinus x d'abord. Et là, bien, je vais prendre le sinus x, ça sera u, et lui sera v'. Donc, u de x, ça sera sinus x. Je vais donc dériver sinus, ça sera cosinus x. Ensuite, v' vaudra exponentielle moins nx. Et donc là, pour faire une primitive, c'est là que j'ai besoin de n appartenant à n étoiles, ici. Et donc, je vais l'écrire à côté. N est différent de 0. Donc là, la primitive que je vais choisir, c'est exponentielle moins nx sur moins n. J'applique, donc les quatre fonctions sont continues, pas de problème d'intégration. Donc je fais d'abord u fois v, donc j'ai un moins qui est ici. J'ai moins, donc exponentielle moins nx sur n fois sinus x, moins l'intégrale de u'v, donc il y a toujours ce moins qui est dessous. Il y aura donc exponentielle moins nx sur n cosinus x. Alors, on remplace ici par pi. Ça fait exponentielle moins n pi, c'est x qu'on remplace. Sinus pi, alors sinus pi, ça vaut 0. Moins, moins, donc moins de la formule, le moins qui est là, plus, se remplace par 0, exponentielle 0 sur n. Sinus 0, qui vaut aussi 0, donc ça c'est important. Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0, donc les deux premiers termes vont disparaître. Ensuite, ici, donc il y a un moins, je peux le sortir par linéarité, et il y a un sur n que je peux aussi sortir, puisque c'est comme si je multipliais par 1 sur n, donc ça fait 1 sur n
intégrale de 0 à pi, exponentielle moins nx, cosinus dx. Et donc, on retrouve ici in. Alors, on a enlevé 0, donc c'est pour n appartenant à n étoile, donc n est supérieur ou égal à 1 et c'est un entier. Et vous voyez, tout disparaît sauf 1 sur n. Et cette intégrale, vous l'avez encore reconnue, c'est jn. Et donc, on a bien in égale 1 sur n, jn. Donc, j'ai bien démontré ici ces deux relations. Et la deuxième est valable pour n supérieur ou égal à 1. Donc, les deux sont valables pour n supérieur ou égal à 1. B, en déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a ceci. Donc, on sait, alors je vais prendre donc soit n appartenant donc à n étoile, donc n est supérieur ou égal à 1, c'est un entier. Et donc, eh bien, j'ai deux choses. On sait que in est égal à 1 plus exponentielle moins n pi moins n jn. Et en même temps, in est égal à 1 sur n jn. Donc on va faire de la substitution. Ça veut dire qu'ici, alors je vais vous montrer en couleur, ce jn qui est là, eh bien, je vais le remplacer par le jn que je trouve là. Donc ça veut dire qu'ici, en multipliant par n qui est non nul, ça veut dire que jn est égal à n fois in. D'accord? Donc je remplace substitution. Ça veut dire que donc in vaut 1 plus exponentielle moins n pi moins n fois jn, c'est donc nin. Vous voyez, j'ai des in des deux côtés, donc on va tous les mettre à gauche. Donc là, ça veut dire qu'on va aller doucement. Ça veut dire que in, c'est 1 plus exponentielle moins n pi moins n carré in. Je mets tout à gauche. Donc, n carré in plus in est égal à 1 plus exponentielle moins n pi. Donc ici, on factorise par in. Ça fait n carré plus 1 in. De l'autre côté, on a toujours 1 plus exponentielle moins n pi. N plus carré plus 1 est différent de 0. C'est une somme de deux nombres strictement positifs ici. C'est supérieur ou égal à 1 d'ailleurs. Et donc in vaudra 1 plus exponentielle moins n pi sur n carré plus 1. Et donc ça, c'est vrai pour n appartenant à n étoile. Donc n entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc on a terminé cette question. Alors ce fameux programme en langage Python, on souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite devient inférieure à 0,1. On va utiliser ce qu'on vient de trouver. On a en fait la formule, l'expression qui permet de calculer in en fonction de n. Donc il faut recopier, compléter. Donc la cinquième ligne, c'est ici. Encore pour que ça calcule effectivement le rang à partir duquel la suite devient inférieure ou égale à 1. Inférieur à 0,1. Donc là, il n'y a pas marqué inférieur ou égal. Donc on va mettre du strict. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première ligne, on va commenter. Ça permet, donc ça charge. Donc ça charge tous les modules. Ça met le module maths, donc toutes les fonctions mathématiques, notamment le sinus, l'exponentiel, voilà. Alors, définition, seuil. Donc seuil, c'est juste le nom d'une fonction, qui n'a pas ici de paramètres, avec deux points. Donc après, tout ce qui est décalé est dans cette fonction. Donc ça, c'est une fonction qui doit calculer donc le rang à partir duquel la suite devient inférieure à 0,1. Donc, on crée une variable n, une variable i. Donc i égale 2, donc rappelez-vous, ça c'est tout simplement i0. D'accord? Donc ici, on va tester. On va vérifier si i0 est inférieur strictement à 0,1. Donc il faut tester. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir tester. Et on va donc, par exemple, ça peut être un test, un if, mais comme on veut tester avec une boucle, on va faire un while. Et donc ici, on mettra une condition. Et on va tourner quand? Il faut qu'on s'arrête quand on est inférieur à 0,1. Donc il faut, tant que i est supérieur ou égal à 0,1, il faut continuer à calculer les termes. Et comment on calcule les termes? Eh bien ici, on utilise la formule qu'on vient de démontrer, qu'on écrit en ligne. Exponentielle, donc c'est exp. Donc ensuite, moins n fois pi, donc le fois, c'est l'étoile. D'accord, l'astérix, fois pi, ça, on peut le charger, c'est dans le module maths. On doit diviser, donc surtout on met des parenthèses. Voilà pourquoi ici, donc vous avez des parenthèses, et ici, celle-là avec celle-là, et on va diviser donc par ceci. Donc on utilise le symbole de la division, on ouvre la parenthèse et on met n carré. Alors n carré, on a choisi de faire n fois n. D'accord? Voilà. Alors pour n carré, on aurait pu mettre n étoile étoile 2. C'est une autre façon de faire le carré. Là, on a choisi n fois n, c'est plus simple. D'accord? Ça calcule en fait les termes. Et il faut ici un compteur qui permet de
à chaque étape d'augmenter n de 1. Donc au début, n vaut 0. Dans la première boucle, il vaudra 1. Dans la deuxième boucle, il vaudra 2. Et donc à chaque fois, il faut continuer tant que... Et on fait bien attention parce qu'on ne met pas de symbole supérieur ou égal dans Python. Hein. Et donc il nous faut tant que. Donc while, tant que i est supérieur ou égal à 1. Donc là, on va mettre i. Et pour mettre supérieur ou égal, on met supérieur égal, comme ceci. D'accord? À 0,1. Alors on est en Python, donc on met 0,1. Et ici, comme c'est une boucle, ici, on va mettre 2 points. D'accord? Donc on n'oublie pas. Donc ça veut dire qu'ici, vous devez avoir écrit donc while i supérieur ou égal à 0,1, 2 points. Alors je pense que quand un élève met du while i supérieur ou égal à 0,1, hein, on compte quand même la réponse exacte, hein, parce qu'on n'a pas tous été programmés toute l'année dans des salles. Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent, voici ce que ça donne sur un petit logiciel Python. Hein. J'utilise ici Tony, c'est gratuit si ça vous intéresse. Ici donc, j'ai tapé le programme. On va le faire tourner. Alors évidemment, si je le fais tourner, il ne se passe rien. Il faut que, hein, ici, dans la console, j'indique seuil. J'exécute la fonction seuil et on m'indique donc que c'est i4, le premier terme, strictement plus petit que 0,1. Sur GeoGebra, voici ce que ça donne. Donc ça, hein, c'est pour n égale 0. Donc l'intégrale, vous voyez, elle vaut 2. Hein, j'ai tapé la fonction. Ensuite, pour n égale 1, 0,52 à peu près. Hein, c'est des valeurs approchées. N égale 2, n égale 3. Alors n égale 3, il m'indique 0,1. Donc, eh bien, on va les regarder après hein, sur une calculatrice, la valeur un petit peu plus précise. Donc, pour n égale 4, vous voyez, on est bien en dessous de 0,1. Et vous voyez que la calculatrice m'indique que pour n égale 3, on a 0,1 ici, il y a un petit 807 après. Donc, on est au-dessus légèrement de 0,1. Et pour 4, on est bien en dessous. Voilà, donc on a terminé cet exercice. Voilà, à très bientôt, en espérant bien sûr que ça vous ait plu.